donc les communes voisines avant le transfert à la communauté d'Allo-Sud-Saint-Aubonne. Et donc on a dans le ratio en 2018, il faudra bien prendre en compte cette recette exceptionnelle de 500 000 €. Donc on continue à être sur une trajectoire où il faut faire des efforts et on a dans la prospective ces objectifs-là. Donc la capacité de désendettement, une collectivité qui aurait une capacité de désendettement de 10 ans peut théoriquement rembourser la totalité de sa dette en mobilisant les 2/3 de son épargne brute, le dernier tiers pouvant être consacré à l'investissement. En revanche, un ratio supérieur à 15 ans signifie que les emprunts ne pourront pas être remboursés de manière saine. La capacité de désendettement, c'est la capacité d'une commune à rembourser sa dette si elle y consacrait la totalité de son épargne. Alors là, il va y avoir des diapos extrêmement intéressantes. Donc vous voyez qu'il y a une capacité de désendettement qui passe de 12,7 années à 57 années en 2014, dont les conséquences de la gestion précédente. 57 années, c'est énorme. Imaginez, vous consacrez la totalité de l'épargne brute au remboursement de la dette, il vous faut 57 ans. Si on n'avait pas fait les efforts nécessaires, on allait vraiment dans le mur. Une petite précision également, parce que c'est une question que j'ai entendue à plusieurs reprises. Oui, mais on vous a laissé un excédent de 2,6 millions. Certes, ce qu'il faut savoir, c'est que quand nous sommes arrivés en 2014, donc le budget était déjà préparé, bien entendu, et pour équilibrer le budget 2014, il a fallu reprendre de manière anticipée l'excédent. Et il manquait 1 130 000 € pour équilibrer le budget. Donc vous avez vu les cours de ce qu'on appelle l'effet ciseaux, les dépenses qui grimpent beaucoup plus vite que les recettes. Voilà, donc cet effet ciseaux, là où les courbes ont failli se croiser. Donc un excédent de 2,6 millions avec une reprise de 1 130 000 € pour équilibrer le budget, ça veut dire qu'effectivement, on se dirigeait droit vers le mur. Donc, alors on passe de 57 années à 4,3 années en 2015. Donc ça, ça vient des économies dont on vous a parlé tout à l'heure, les 565 000 € sur les charges de caractère général et les 313 000 € sur les charges de personnel. Et ensuite, donc, la diminution est plus modeste, mais on est à des chiffres qui sont aujourd'hui très bons. Le 2018, 1,9 pour l'instant, c'est provisoire. Donc le dernier chiffre qu'on peut donner, c'est 2,4 années. En général, les prévisions qu'on donne courant janvier sont assez proches de la réalité. On a fait déjà une bonne estimation. Et puis, dans la projection qui a été faite, notamment par le service financier et aussi par Finance Active, qui est le bureau qui nous accompagne, on va y revenir sur les investissements, la capacité des endettements projetée pour l'instant sur 2019 et 2020 serait aux alentours des 4 années. Donc, pour l'instant, estimation entre 4 et 4,2 années sur 2019 et 2020. Ce n'est que la prospective. En intégrant donc un emprunt pour le dédouane. En intégrant l'emprunt pour le un emprunt de 1 500 000 € en 2019. Tout à fait. On serait à 4 ans de capacité de désendettement, ce qui est tout à fait raisonnable. Donc comment se forme l'autofinancement? Donc c'est la différence entre les recettes réelles donc de fonctionnement et les charges réelles de fonctionnement. Donc c'est en 2014 que les dépenses donc, étaient supérieures aux recettes et qu'il a fallu pour équilibrer le budget reprendre une partie donc, de l'excédent, ce qui n'est jamais simple.
Donc cette capacité d'autofinancement, elle doit couvrir donc, les annuités donc, de la dette. Et donc les dépenses d'investissement sont donc couvertes par la capacité d'autofinancement, par les recettes d'investissement, que ce soit le FCTVA, d'éventuelles subventions. Et donc, quand on parle de besoin de financement, c'est cette différence donc, entre les dépenses, les recettes et la CAF brute. Donc là, c'est l'évolution de l'épargne de gestion en bleu et de l'épargne brute en rouge. Donc ça reprend l'évolution des graphiques avec l'effet ciseaux. Donc à un moment, la courbe de l'épargne brute passe au-dessus à deux dates. Ça correspond à 2 années où on a eu des recettes un peu exceptionnelles, donc le contentieux de signacité et la reprise d'une partie de l'excédent de l'assainissement. Effectivement, c'est important de préciser les choses de la même manière que je disais que les ratios que nous avions en 2013 étaient des vrais ratios en fait étaient erronés. Enfin pas les vrais ratios, mais il y a quelque chose qu'il faut qu'on effectue systématiquement, ça s'appelle un retraitement. Si on avait retraité en 2013, on aurait vu que la situation n'était pas bonne. Effectivement, il faut retraiter 2016 et 2018, puisque l'épargne de gestion doit être supérieure à l'épargne brute. Pourquoi? Parce que l'épargne brute, c'est la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement. La différence entre l'épargne de gestion et l'épargne brute, c'est que dans l'épargne de gestion, il y a aussi des intérêts de la dette. Sachant qu'actuellement, nous en sommes à peu près 250 000 euros d'intérêt de la dette. Ça nous dit la différence qu'il doit y avoir en faveur de l'épargne de gestion par rapport à l'épargne brute. Et donc, en 2016 et 2018, on a 2 explications qui font monter un petit peu arbitrairement les chiffres au niveau des recettes de fonctionnement. Le taux d'épargne brute, donc, qui est le rapport entre l'épargne et les recettes réelles de fonctionnement. Donc ce taux d'épargne brute, en dessous de certaines banques, en dessous de 8%, elles ne se positionnent même pas, elles ne font pas de proposition d'offre de prêt. Donc c'est le cas d'une banque qu'on a rencontrée en 2014. Et donc là, nous serions... Pour que le public comprenne, l'épargne brute, c'est le rapport de l'épargne brute sur la dette. Sur les recettes réelles de fonctionnement. Alors la capacité des endettements, c'est la dette sur l'épargne brute. Donc le taux d'épargne brute, c'est l'épargne brute sur les recettes réelles de fonctionnement. Et donc plus c'est haut, mieux c'est. Et il est souhaitable que ça soit au-dessus de 10-12%. Sachant que la moyenne des communes est à 15. Donc cette année, on a un second taux d'épargne brute qui doit être relativisé toujours par cette reprise de l'assainissement. Malgré tout, on serait quand même sur des taux qui sont très, très positifs par rapport à ce qu'on a connu. Alors, les chiffres du taux d'épargne brut sont un peu moins favorables que ceux de la capacité des endettements, d'où l'intérêt de combiner les ratios. La capacité de désendettement, c'est vraiment le ratio le plus fiable, le plus utilisé. Le taux d'épargne brut vient, je pense, juste derrière, mais il ne prend pas en compte justement l'endettement. Et quand l'endettement est relativement faible, on a une capacité de désendettement qui est plus valorisante que le taux d'épargne brut. Donc chaque année, cette petite comparaison donc, au niveau des communes de l'agglomération Sud-Saint-Eugol. Donc bien sûr, ce sont les chiffres de 2017, puisque je n'ai pas les chiffres des communes de 2018. Ils seront publiés, en général, ils sont publiés à l'été, donc ils devraient être publiés au courant de l'été 2019. Donc voilà, vous voyez comment se situent toutes les communes de l'agglo. Elles sont toutes dans des taux
la ville de Sanary a un taux un peu élevé, mais il y a une grosse capacité d'autofinancement. Donc voilà, on est dans des communes dont la gestion pour l'instant ne semble pas problématique. Donc l'évolution des charges de personnel, donc vous avez sur le premier bâton 2008-2014 et le deuxième 2014-2017, toujours pour la communauté d'agglo. Donc là, vous voyez que même si on n'est pas sur le même nombre d'années, les communes ont sensiblement eu la même approche, d'une part par la baisse de la DGF, et puis peut-être aussi par cette prise de conscience qu'à un moment on est tenu de maîtriser les effectifs. Et donc on est avec la commune de Bossé sur la période à moins 1,33% et la commune du Bossé est à moins 1,44%. Donc effectivement, tout le monde fait des efforts et heureusement. Alors, en ce qui concerne les recettes d'investissement. Avant de passer à l'investissement, je voudrais faire une petite remarque sur le fonctionnement et les enseignements qu'on peut en tirer. Pourquoi on fait des économies? C'est pas uniquement pour thésauriser, pour mettre de l'argent de côté et qui dort pendant 50 ans. Non, ça a un but multiple. Premièrement, c'est de ne pas augmenter la dette de manière importante, donc continuer à maîtriser la dette. C'est pour pouvoir faire des investissements, et vous allez voir que nous avons des projets d'investissement qui sont de plus en plus importants, et c'est également pour maîtriser les impôts, et donc je confirme une fois de plus que nous n'allons pas augmenter les taux d'imposition pour la 4e année consécutive, ce qui n'empêchera pas de voir éventuellement de petites augmentations qui peuvent être liées à l'augmentation des bases que nous ne maîtrisons pas et éventuellement à des augmentations qui peuvent être décidées au niveau de la communauté d'agglomération. Et il y a également une taxe supplémentaire qui est la taxe GEMAPI. Donc, je parlais tout à l'heure des 2 600 000 euros d'excédent dont nous avons hérité en 2013. Je vais expliquer pourquoi ça n'était pas bon. En 2017, nous avions 5 200 000 euros d'excédent cumulé. Et en 2018, les chiffres provisoires sont de 7 280 000 euros. Quelques euros près. Et vous allez voir que c'est excessivement important pour aboutir à ce triptyque, je dirais, maîtrise de la dette, investissement nécessaire pour la ville et maîtrise également des impôts, 4e année consécutive sans augmentation des taux d'imposition. Dans la stratégie financière, donc, la commande politique était de ne pas augmenter les impôts, de permettre la réalisation d'un projet notamment, mais pas que, et donc d'autofinancer une partie de ces investissements pour éviter de trop endetter la commune. Donc à ce jour, dans la stratégie financière et dans la prospective, on est sur cette finalité, à savoir d'autofinancer une partie de nos investissements en dégageant une capacité d'autofinancement suffisante et de n'avoir recours à l'emprunt que de manière à ce que la commune se soit tout de même désendettée sur le mandat et sans augmenter donc, la fiscalité. Donc, en ce qui est des recettes d'investissement, donc là vous voyez en bleu, donc c'est tout ce qui correspondrait à un emprunt ou au CLTR. Donc, CLTR, c'est le crédit revolving. Oui, je m'enterre dans la... C'est un bon souvenir pour moi, ce CLTR. Voilà, donc il n'a pas été. Donc le CLTR, maintenant c'est un emprunt classique, mais on
d'intérêt. Étant donné que les taux sont bas, la commune n'a pas intérêt sur le plan financier à procéder au remboursement au tirage du CELI. Voilà. Sachant que c'est le seul qui est à taux variable. Et c'est pour ça que cet emprunt, on l'a gardé à taux variable, on l'a pas consolidé à taux fixe, c'était pas intéressant pour la commune. Donc voilà, c'est pour ça qu'à partir de 2016, il n'y a plus donc, de mouvement, il n'y a pas d'emprunt qui a été contracté et donc pas de tirage du CNTR. Ensuite, donc, on voit au niveau des subventions, on est sur des niveaux donc, qui n'ont fait que croître. Et on était sur des niveaux donc, de subventions plus élevés sur les années 2008-2010. Ça correspondait aux travaux de la médiathèque et aux aides qu'on a pu avoir sur ce projet d'envergure notamment. En ce qui concerne les dépenses, donc là on est en millions d'euros aussi. Donc on voit que depuis 2015, l'investissement de la commune a repris. Donc la même chose sur les premières années, donc 2008-2009, on était sur des niveaux d'investissement élevés, ça correspondait à la fin donc, des travaux de la médiathèque et des factures à éviter. Et ensuite, donc, on était sur des niveaux d'investissement donc, inférieurs en ce qui concerne donc, les acquisitions et les travaux. Donc c'est tout ce qui va être travaux de voirie et le chapitre 23, ça concernera donc, des opérations beaucoup plus importantes. Donc là, on devrait sur les années futures avoir une courbe qui va s'inverser, étant donné que les travaux du Quai de Gaulle se constituent donc des gros travaux et qui seront donc sur le chapitre 23. Alors, cette diapo est intéressante aussi parce que vous voyez qu'il y a eu une phase où il y a eu très peu d'investissements, très peu de travaux, donc en 2014 et 2015. Un peu plus en 2016. 2017, si on ajoute chapitre 23, chapitre 21, on arrive à peu près à 1 million. À 2017, ça fait 1,8 million à peu près. Et 2018, à peu près 2 millions d'euros. Et vous allez voir qu'on a prévu 2 200 000 euros de travaux hors Quai de Gaulle. Tout à fait. Les 2,9 millions en tout qui correspondent à peu près à des aménagements. Donc, en ce qui concerne les perspectives budgétaires, donc pour 2019, les charges à caractère général donc, seront par rapport au VP 2018 supérieures donc, de 2,10%, seront augmentées de 2,10%. Pour renforcer donc, des budgets qui accroissent l'attractivité de la ville, notamment le budget d'animation, plus 9,3%, et le lancement de la programmation de la salle d'hiver avec un budget d'à peu près 150 000 euros. En ce qui concerne le chapitre 012, donc on est à plus 2% par rapport au montant réalisé en 2018. Il y a des mesures endogènes et des mesures exogènes. Parmi ces mesures donc exogènes, il y a la revalorisation du SMIC de 1,5% et la reprise du PCR. Et ensuite, on a des mesures propres à la collectivité, la revalorisation du paiement monétaire, ainsi que les avancements généraux. Donc, ces efforts de bonne gestion ont permis donc, de stabiliser les taux d'imposition en 2019 pour la 4e année consécutive. Et la maîtrise donc, de la base salariale est poursuivie et on ne remplacera donc pas tous les départs en retraite en fonction des besoins. C'est toujours difficile d'afficher un chiffre sur les départs en retraite, tout dépend du type de départ, les services qui sont impactés. Et donc à chaque départ, une réorganisation se fait ou pas si le poste est remplacé. Mais chaque départ est en tout cas, on essaie d'évaluer donc, la charge de travail, s'il y a possibilité de répartir les missions ou si on doit procéder en recrutement. En ce qui concerne les taux d'imposition 2019, 11,94% pour la taxe d'habitation, 18,30% pour la taxe foncière sur le bâti, 58,79% pour la taxe foncière sur le non bâti.
la ville n'augmente pas donc ses taux d'imposition, vous constatez une variation sensiblement donc, à la hausse de votre taxe d'habitation. Donc, en ce qui concerne la valeur locative dont des bases, elle est revalorisée cette année, ce sera 2,20. Donc ça, c'est une revalorisation qui est décidée, c'est la loi de finances qui avait fixé avec des nouvelles règles, voilà, qui indexe voilà. On reste plus sur des prévisions, mais sur l'inflation du dernier trimestre. Donc là, sur les chiffres, on est à 2,20, donc ce qui fera pour la commune, en tout cas, une rentrée supérieure. Pour les contribuables, il y aura une hausse donc, des bases. Donc comment se fait le calcul? Donc il y a la valeur locative du bien. Ensuite, des abattements. Donc à Bordeaux, il faut noter que les abattements, tous les abattements possibles sont au taux maximum, ce qui est très avantageux pour le contribuable bordelais. Et ensuite, on applique donc le taux de la commune, de l'intercommunalité, de la taxe spéciale d'équipement. Et en 2018, donc, il y a une taxe spécifique qui a été mise en place pour financer donc, la gestion des milieux aquatiques à la prévention des inondations. Juste commentaire. La taxe GEMAPI, ça s'applique en fait aux quatre taxes locales, pas uniquement à la taxe d'habitation. Et d'autre part, effectivement, 2,2%, c'est ce qui a été décidé par l'État, la loi de finances. Et on a une estimation qui est pour l'instant très provisoire, mais une augmentation beaucoup moins importante pour l'année suivante, qui serait plutôt de l'ordre de 1%. Dans la prospective, on est évalué à 1%. Mais il reste beaucoup d'incertitudes. C'est peut-être sur 1,5. En tout cas, dans la prospective, on est toujours prudent, ce qui est plutôt rassurant. Donc, les perspectives budgétaires en ce qui concerne les travaux. Donc, en 2019, hors Quai de Gaulle, 2,9 millions seront consacrés à l'investissement, dont 2,2 millions de travaux. Donc, quelques exemples de travaux qui devraient être menés en 2019. Peut-être. C'est une parole. Monsieur Joël, j'ai brillamment présenté lors des derniers vœux. Jean-Pierre Joël est adjoint aux travaux et à l'urbanisme. Donc, cette liste de travaux n'est pas exhaustive, ce sont les éléments les plus importants, les plus marquants. Bien sûr, il y aura d'autres types de travaux qui seront réalisés sur la commune de Bordeaux. Donc, la première catégorie d'investissement concerne les bâtiments communaux. Donc, la réfection de la casquette de la maison du développement durable pour un montant de 60 000 €. La climatisation du foyer des Acaciens pour un montant de 100 000 €. C'est une mesure qui est importante vis-à-vis du confort de nos anciens. Le préau du carré jeune qui va être aménagé afin d'offrir un volume supplémentaire à notre jeunesse pour un montant de 21 €. Des mesures sécuritaires concernant les écoles qui consistent à la réhausse des clôtures dans les structures en France pour un montant de 240 000 €. La climatisation des classes de l'école élémentaire qui est réclamée depuis des années par les parents d'élèves et qui, effectivement, avec les changements climatiques que nous connaissons, portera un plus en termes de confort et donc le bien-être de nos jeunes et des enseignants. Donc sur les installations sportives, donc le stade, la réfection de 4 vestiaires, pour un montant de 80 000 €. L'accessibilité de vestiaires, c'est en termes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite au tennis municipal pour 7 000 €. La réfection des toilettes de Ravel Pro et du poste de secours pour un montant de 50 000 €. Ce point-là aussi était fort justement réclamé par les
La climatisation de la salle de jardin pour un montant de 20 000 euros. Et ensuite, le dernier poste concerne donc les travaux de ville-voirie avec des réfections de chaussée. Donc la rue Guillet-Laura pour un montant de 202 000 euros. Ce montant peut paraître surprenant à la première vue, mais cette rue va bénéficier d'un traitement notamment avec l'enfouissement des lignes aériennes, électriques et éclairage, ainsi que les modifications de sa disposition avec un trottoir qui sera adapté au PRR, ce qui n'est pas le cas actuellement. La rue du Docteur Cook, si elle a été traitée par le passé, il n'y a plus beaucoup de traces aujourd'hui. Donc ça nécessite une mise en état d'une rue qui se donne pour un montant de 44 000 euros. La rue des Lauriers Roses pour un montant de 35 000 euros. Le boulevard Lumière pour un montant de 80 000 euros, qui concerne aussi une partie réseau. La rue Marceau pour un montant de 50 000 euros. Pour l'essentiel, ce sont des travaux au niveau de l'éclairage de la rue Marceau. La traversée du Dauphiné pour un montant de 44 000 euros. Le dernier poste que vous voyez, donc, qui concerne l'accessibilité voirie, c'est la violence des passages piétons. De façon générale, l'accès pour les personnes à mobilité réduite. Donc ce sont des postes que nous allons budgéter actuellement. Pour l'année 2019, nous avons budgété 50 000 euros. La création d'une aire de jeu de fitness au parc du Canet, pour un montant de 15 000 euros. L'aménagement d'une aire de jeu de 300 mètres carrés avec du gazon synthétique au centre aéré, au sein du parc du Canet, pour un montant de 23 000 euros. Sur la plage Olympo, la mise en place d'un ponton d'accostage pour les équipes de secours et la rampe d'accès côté Splendide pour un montant de 20 000 euros. L'aménagement du rond-point d'Afrique, c'est autrement appelé le rond-point de la Barre, afin de mettre fin à cette moquette affreuse et ce bateau échoué qui ne donne pas une très belle image de la marine, à mon sens, en montant de 60 000 euros. L'aménagement d'un bateau traversant sur la pluie du 11 novembre pour un montant de 70 000 euros. Ce bateau traversant aura une double fonction. D'une part, répondre aux demandes récurrentes et nombreuses des riverains pour inciter à réduire la vitesse, en particulier la nuit. Il y a des adeptes, semblerait-il, du rallye auto ou moto. Donc ce bateau traversant devrait en partie répondre à cette problématique. Et d'autre part, il aura aussi pour fonction d'assurer une reprise du ruissellement des eaux pluviales lors des orages. Ensuite, le dernier poste d'aménagement parking des commerçants pour 60 000 euros. Ce sont les parkings qui sont situés côté port, au niveau du parking central. C'est le parking pêcheurs, commerçants et le troisième parking pour les usagers du port. Le cheminement d'accès le long de la ville au Olympo qui a subi les effets des tempêtes, des dernières tempêtes. Donc on va procéder à l'arrangement et la reprise de la partie bétonnée pour un montant de 21 000 euros. Le boulevard du Montmorin, il y a une nécessité de réfection des murs et clôtures pour un montant de 40 000 euros, ainsi que l'accessibilité du chemin bétonné du parc du Canet pour un montant de 15 300 euros.
apprécié comme la série de son discours, pour la tête des travaux. Il a dit que je savais en venir, et je voulais dire qu'on a entamé une politique de réaménagement et d'entretien des locaux sportifs, parce que j'avais été vraiment abandonné pendant quelques années. Donc 2016, nous avons programmé beaucoup de travaux jusqu'à aujourd'hui, et nous continuerons jusqu'à la fin de mon mandat. Et les dernières sec, le stade a changé d'éclairage pour l'adapter avec des lumières à LED. La salle des jardins, qui depuis des années n'a jamais été entretenue, a été pratiquement entièrement refaite avec des anciens portions, avec la climatisation aussi à l'intérieur. Et bientôt, on va finir aussi les peintures du couloir. On va les entièrement refaites. Les vestiaires de foot pour les grosses années. On va gérer aussi l'entretien du gymnase. On a commencé en 2014 avec la réflexion du parquet, qui a coûté 50 000 € à l'époque. Donc, je veux dire qu'on s'est engagé à réaliser toutes ces infrastructures sportives et on continuera jusqu'à la fin. C'était important parce que c'est des gains communautaires déjà et qui permettent aux associations de œuvrer au mieux de leur possible. Voilà. Merci beaucoup. En ce qui concerne donc, la prospective budgétaire. Monsieur Caparros. Oui, Monsieur Chorel, juste une petite précision concernant le budget de 50 000 € alloué pour l'Église, qui me tient à cœur. La réalisation exacte du devis, 50 000 €, ça représente. Vous pouvez juste développer pour les 50 000 € ce que nous allons exactement réaliser. C'est le traitement de la façade principale de l'église. D'accord. Nous avions évoqué aussi un nettoyage partiel sur les côtés. Qu'en est-il? Nettoyage partiel? Oui, sur les côtés. Voilà. C'est en place, s'il y a un nettoyage qui sera fait en Chine, c'est un coup de Karcher sur en particulier la façade est et la partie du clocher, toujours côté est. D'accord. Est-ce que vous savez aussi, puisque je pense que le père Mérius vous l'a longuement signalé, que les gouttières de chaque côté sont en train de se dévisser et ça devient un caractère dangereux, y compris, et ça c'est encore plus dramatique, le clocher. Le clocher qui demande d'être mis en sécurité, d'une pour fonctionner, continuer à bien fonctionner et surtout être mis en sécurité. Et de façon, ça devient de façon récurrente, puisqu'à plusieurs reprises, il a contacté vos services, il vous a écrit, y compris à Monsieur le maire, et il n'a toujours aucune réponse. Donc là, je me fais un peu son porte-parole. Moi, je n'ai jamais vu aucun courrier du père Marius. Tous les courriers du père Marius, il y a des réponses. Mais concernant la sécurité du clocher, il y a une entreprise spécialisée qui passe régulièrement, conformément aux obligations légales. Ça fait de part. Les gouttières, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous aurez pu le remarquer, vous êtes à proximité, il y a eu un travail de fait. Dernièrement. Très juste. Il y a très peu de temps avant, sur la façade ouest. Les gouttières étaient totalement construites. C'est pas le père Marius qui les a vus, c'est moi qui l'ai constaté en passant régulièrement derrière l'église. J'ai fait procéder à la remise en place des deux gouttières pour remonter du clocher qui n'étaient plus reprises par les gouttières. J'ai fait procéder à leur remise en place et surtout au débouchage des deux descentes les plus au sud et de l'ensemble du chemin de la gouttière. Exactement, j'étais présent et j'aurais apprécié que les deux techniciens qui ont œuvré ce jour-là constatent et vous signalent surtout que les protections de gouttières en aluminium qui sont à peu près sur une distance de